tous et bienvenue à notre premier webinaire. Donc d'habitude on fait beaucoup d'événements présentiels. Bon ici, vu le contexte actuel, on s'était dit que c'était une bonne idée de se lancer dans le format webinaire, donc le format internet, d'autant plus qu'on est une société informatique. Donc je vais commencer d'ores et déjà la présentation. Donc ici, comme vous le savez très certainement, on va vraiment vous expliquer comment créer une plateforme de mise en relation, marketplace complète, et pourquoi faire ce type de webinaire. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de clients, que ce soit des startups, des moyennes entreprises ou des grandes entreprises, qui viennent nous voir avec ce type de problématique-là. Et souvent, l'approche est relativement naïve parce que c'est quand même un secteur très spécifique. Et donc, on voit que les projets avec lesquels on va travailler sur cette problématique se heurtent souvent aux mêmes problèmes. Et l'objectif de cette présentation, c'est de pouvoir vous apporter tous les outils pour pouvoir mener à bien votre plateforme de mise en relation. Alors voici un petit peu le détail complet, le sommaire de notre présentation. Donc on va d'abord commencer par remettre les bases de ce qu'est une plateforme de mise en relation. Puis on va définir les personas. Après, on va essayer de trouver la valeur ajoutée, on va définir en tout cas la valeur ajoutée pour chaque persona. Ensuite, on va passer à la définition de la stratégie marketing et de communication. On va le faire en deux étapes parce que c'est quand même un gros chapitre. Et enfin, on va passer plutôt sur la partie technique. Donc ça va être vraiment le choix mobile, web ou les deux, puis la structuration des différents écrans de sa plateforme, et enfin un chapitre sur le développement de la plateforme. Et on va clôturer par, une fois qu'on a développé la plateforme, qu'est-ce qu'on fait après. Donc on a mis la plateforme en ligne, que ce soit du web ou du mobile. Quelles sont les étapes à prévoir pour le succès de la plateforme et pour la pérennité de cette plateforme. Je vais commencer directement par le premier chapitre. Donc qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de mise en relation? Alors il y a un autre nom qui est souvent utilisé pour une plateforme de mise en relation qui s'appelle un marketplace. Marketplace est souvent utilisé dans le cadre où on va faire de la vente et de l'achat de produits, mais il y a d'autres plateformes de mise en relation où on ne va pas nécessairement faire de l'achat et de la vente de produits. Prenons l'exemple de Uber par exemple, la société de taxi, enfin pas de taxi mais de transport, parce qu'on peut vraiment dire taxi, vu qu'ils ne sont pas agréés pour. Cette société-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous proposer un service, donc c'est-à-dire des chauffeurs qui vont vous conduire d'un point A à un point B. Les chauffeurs ne sont pas employés par Uber, ce sont des indépendants et ils font ça en plus. Et donc Uber s'occupe vraiment de la mise en relation entre le chauffeur et la personne qui veut se faire véhiculer. Airbnb par exemple, c'est la même chose. Donc ça va être plutôt du service. Donc Airbnb, ils vont vous louer des chambres dans des maisons ou des appartements. Eh bien, ils vont mettre en relation la personne qui veut louer son bien et la personne qui aimerait bien partir en vacances à Barcelone et qui veut peut-être ne pas aller à l'hôtel mais trouver quelque chose d'un petit peu plus spécial comme logement, ou peut-être moins cher ou différent. Donc c'est vraiment toute une série de plateformes. Il y a d'autres exemples, par exemple Vinted, où on va vraiment avoir la vente d'articles. Donc il y a plusieurs plateformes de mise en relation différentes, donc soit de services, soit vente et achat de biens, soit les deux. Et alors encore une fois, on peut avoir une plateforme de mise en relation business to business, donc entre entreprises, comme on peut avoir une plateforme de mise en relation business to consumer ou consumer consumer, donc vraiment entreprise entreprise client ou client client. Donc c'est un petit peu toutes les formules différentes. On va en parcourir pas mal. Donc ici dans le slide suivant, vous allez pouvoir voir qu'on a déjà un petit peu regroupé quelques plateformes de mise en relation. Pour vous donner un peu une idée, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a des centaines et des centaines qui fonctionnent bien. Maintenant, j'ai pris deux catégories. Donc, une catégorie qui sont vraiment les plus connues, et alors l'autre catégorie, ça va être celles qui ont été réalisées par nous et qui ont un certain succès. Donc par exemple, pour tout ce qui est relativement connu et qui fait dans les produits, il y a Vinted, donc l'achat et la vente de vêtements d'occasion. On va avoir Amazon aussi qui est bien connu, qui ne fait pas que de la mise en relation, mais qui a aussi une facette mise en relation à sa plateforme d'e-commerce. Pour encore une fois les connus, au niveau du service, on va avoir Uber, donc, comme j'en parlais, qui fait le transport de personnes, et Airbnb qui va faire la location de biens. Et alors réalisé par Deuse, donc il y a Gopeda, donc qui est un projet soutenu par enseignants.be et qui va être une plateforme un peu similaire à Vinted, dans le sens où c'est pour des professeurs, donc professeurs et instituteurs, qui vont vouloir vendre du matériel scolaire entre écoles, entre instituteurs, entre professeurs, de pouvoir vendre tout du matériel pédagogique.
On a Maracuja aussi, qui va être une plateforme de mise en relation de personnes qui veulent vendre des antiquités avec des amateurs d'antiquités. Donc c'est une plateforme où on va pouvoir retrouver toute une série d'antiquités qu'en tant qu'utilisateur on va pouvoir les acheter. Et si chez soi on a une antiquité qu'on veut revendre et qu'on ne veut pas spécialement la revendre à un antiquaire, mais qu'on veut peut-être gagner un peu plus, ben on va pouvoir la mettre sur Maracuja. Ou si on est antiquaire et qu'on veut la mettre aussi sur Maracuja, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est plutôt pour la vente de produits. Et alors, au niveau des services, on a réalisé une plateforme bien connue sur Charleroi qui s'appelle TAFSquare et qui est une plateforme de mise en relation de professionnels de la construction avec des particuliers qui veulent faire des travaux chez eux. Donc imaginons, j'ai envie de repeindre la pièce dans laquelle je suis, je vais pouvoir publier une annonce en tant que particulier sur TAFSquare et eux vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous mettre en relation avec une plateforme, avec un entrepreneur, enfin un peintre dans ce cas-ci, qui va pouvoir peindre votre pièce au mieux. Et donc ils essayent de trouver quelqu'un le plus fiable possible. Et moi, j'ai beaucoup moins d'efforts à fournir, étant donné que j'exprime mon besoin. Et puis après, on me propose 2 ou 3 personnes qui vont me remettre à prix. Et puis c'est à moi de choisir si oui ou non j'en prends un ou pas. Et alors, on a une autre plateforme SOS Math qui a été fort médiatisée ici pendant le Covid. Donc, qui est une plateforme de mise en relation entre professeurs de mathématiques et étudiants de secondaire qui veulent avoir des cours particuliers de mathématiques. Donc le constat ici est assez simple. Il y a pas mal d'étudiants en secondaire qui ont des problèmes en mathématiques et qui ont peut-être besoin d'un professeur ou qui ont une question temporaire juste avant un examen et qui se posent la question de comment, je ne sais pas moi, faire, comment mettre en pratique la formule de Pythagore. Et via cette plateforme-là, qui est aussi bien mobile que web, ils peuvent très facilement rentrer en contact avec un professeur qui va pouvoir répondre à leurs questions. Alors, tout au long de ce webinaire, on va prendre 2 exemples pour illustrer un petit peu les propos de chaque chapitre et pour faire un peu une mise en pratique des concepts dont on va discuter. Alors, la première société, ça va être Uber, donc une société bien connue, comme je vous disais, de transport de personnes. Et la deuxième société sera un projet qui est réalisé par nous, une start-up donc, qui fonctionne assez bien, où ils sont aujourd'hui une dizaine. Et qui est TAFSquare, donc la plateforme de mise en relation entre professionnels de la construction et particuliers sur principalement Charleroi pour l'instant, mais dans toute la Belgique de manière générale. Alors, le premier vraiment chapitre important pour vous, c'est de savoir bien définir son persona. Donc la première chose à faire, c'est de savoir ce qu'est un persona. Donc un persona, c'est quoi? Ça va être une personne fictive qu'on va imaginer et qui a toute une série de caractéristiques et d'intérêt pour votre produit. Pour votre plateforme, il va généralement y avoir plusieurs personas. Donc on va voir un petit exemple ici de plusieurs personas possibles. Donc on va voir un persona qui peuvent se regrouper. Donc par exemple, dans le cas de Vinted, on a un persona, c'est la personne qui va acheter un bien, qui recherche à acheter un bien. Et on va avoir le persona de la personne qui veut vendre un bien. Donc c'est 2 personas différents, ça peut être la même personne, mais en tout cas, c'est des personas qui ont des besoins différents. Un veut vendre, l'autre veut acheter. Et ces personas peuvent se retrouver dans la même personne, c'est-à-dire une personne qui veut acheter ou revendre. Pareil sur deuxième main, ou Autoscout 24, imaginons, on peut très bien vouloir vendre une voiture comme on peut vouloir acheter une voiture. On est les mêmes personas. Alors c'est important de définir les personas, pourquoi? Parce que les fonctionnalités de la plateforme vont dépendre de nos personas. Parce que dépendant du type de persona, on va peut-être pas avoir la même approche, on va peut-être pas avoir les mêmes interfaces, parce que les personnes ne recherchent pas la même chose. Si les personas sont regroupés, on va essayer d'avoir une interface qui va permettre de répondre aux questions des 2 personas, donc aussi bien du persona acheteur que vendeur. Mais dans d'autres plateformes, imaginons, on va avoir des personas distincts ou globalement distincts. Ça ne veut pas dire qu'une fois de temps en temps, on ne peut pas avoir un utilisateur qui fasse partie des 2 personas, mais globalement, on va avoir des personas distincts. Dans ces cas-là, par exemple, on va avoir le cas de Airbnb. Airbnb, je mets en location mon appartement, je ne cherche peut-être pas nécessairement à louer des biens, mais en tout cas, moi, je veux que quelqu'un loue mon bien. Donc ce n'est pas nécessairement les mêmes, et souvent ça va même être des distincts. Pareil pour Uber, Uber on va avoir 2 différents, celui qui roule et celui qui veut se faire véhiculer, parce que forcément celui qui va rouler va avoir son véhicule et va avoir moins besoin d'être véhiculé, et l'inverse. Et donc ça c'est très important, quand vous créez votre projet, que votre première question que vous posiez c'est quel type de personne serait intéressée par mon service,
J'ai une plateforme de mise en relation, donc forcément je mets en relation une personne A à une personne B. Est-ce que j'ai plusieurs types de personnes A? Est-ce que j'ai plusieurs types de personnes B? Est-ce que ça peut être regroupé ou pas? Essayer de les mettre dans des cases. Donc il ne faut pas nécessairement aller trop dans le détail. On peut toujours aller dans le détail, mais ce n'est pas vraiment intéressant. Ici, on veut vraiment avoir des grands groupes de personas, donc de types d'utilisateurs, pour pouvoir après réfléchir les fonctionnalités et notre stratégie marketing pour pouvoir intéresser ces personnes dans notre plateforme. Donc il faut vraiment pas aller trop dans le détail, il faut essayer au moins, ou même si on va dans le détail, essayer d'avoir plutôt un groupe commun dans lequel on va mettre plusieurs sous-catégories alors, mais au moins d'avoir une idée de qui vont être les personas principaux. Et c'est très important pour la suite du projet, donc pour la partie technique de l'application, c'est de bien connaître ces utilisateurs et surtout ces différents types d'utilisateurs, parce que tous les utilisateurs ne sont pas les mêmes, ne recherchent pas la même chose, et donc il faut qu'on les adresse de manière différente. Alors ici, pour deux cas bien concrets, donc comme j'ai expliqué, on va prendre nos deux cas tout au long du webinaire. On va prendre le premier cas qui est de Uber. Uber, qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont avoir des chauffeurs occasionnels, donc ils vont rouler une fois de temps en temps. Ils vont avoir des chauffeurs réguliers, donc, dont le métier principal, ça va être de chauffeurs Uber, ou du moins une grosse partie de leurs revenus vont venir de là. Et puis après, on va avoir des utilisateurs, personnes qui veulent, bon, les autres aussi sont utilisateurs, mais ici, dans ce cas-ci, on est plutôt sur des personnes qui veulent se faire véhiculer d'un point A à un point B. Donc on a trois grands groupes, ou du moins deux groupes si on veut, les chauffeurs et les utilisateurs qui veulent se véhiculer, et l'approche va être différente entre les deux. L'approche qu'on va avoir du marché va être différente par rapport à la personne. Dans le cas de Tafsquare, on a et vous allez voir ça dans la suite de la présentation, parce que vous allez voir que tout le reste est quand même fort adapté par rapport au persona des utilisateurs, et ça c'est vraiment très important à tenir à l'œil et vraiment bien qualifié au départ de votre projet. Alors, dans l'exemple de Tafsquare, là on a deux personas. Le premier persona, ça va être les professionnels de la construction. Donc eux, ils vont rechercher des contrats, et c'est un persona très spécifique. Donc c'est tout type de professionnels de la construction qui sont considérés par le même persona, du moins dans ce cas-ci. L'autre persona, ça va être les particuliers avec un projet de construction ou de rénovation. Donc imaginons, moi je suis particulier, comme je disais, je veux repeindre ma pièce, j'ai un cas très spécifique et j'ai pas spécialement, j'ai même pas du tout les mêmes attentes qu'un professionnel de la construction aura de la plateforme. Donc comme je le disais, très important, on va définir les personas. Alors une fois qu'on a bien défini ces personas, ou du moins qu'on pense avoir bien défini ces personas, parce qu'il faut se rendre compte que tant qu'on n'a pas vraiment testé le marché, on est toujours sur base d'hypothèses. Donc on ne sait pas vraiment si ça intéresse ou non les gens. On peut avoir posé 2-3 questions, on peut avoir fait une petite étude de marché, mais on ne sait quand même pas vraiment s'il y a un intérêt ou pas. Donc dès qu'on a défini les personas qui nous semblent intéressants et qui nous semblent pertinents, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver la valeur ajoutée pour chacun de ces personnages. Donc ça, c'est vraiment la solution que la plateforme que vous allez créer va apporter aux problèmes spécifiques de chaque personnage. Et c'est aussi pourquoi les utilisateurs vont revenir sur votre plateforme ou vont vouloir payer votre plateforme. Donc c'est vraiment quelle est ma valeur ajoutée et qu'est-ce qui va rendre mon concept intéressant pour ce personnage. Quelles sont les fonctionnalités, quelles sont les solutions que j'apporte à un problème spécifique du personnage pour que celui-ci soit prêt soit à devenir un utilisateur, si j'ai pas envie que ce soit un système payant, donc à devenir un utilisateur régulier de ma plateforme et éventuellement à consommer de la publicité et donc du coup qu'on soit rémunéré, ou bien de directement payer notre service. Et c'est vraiment ça qui va pouvoir définir si votre système, si votre plateforme va intéresser un utilisateur ou non. Donc c'est vraiment définir quel est le problème de chaque persona. Donc on a notre liste de persona, on définit le problème que chaque persona a, ou les problèmes, parce qu'il peut en avoir plusieurs, et on leur apporte une solution. Donc on imagine comment on va pouvoir apporter cette solution. Alors, une fois qu'on va avoir défini les gros problèmes et les grandes solutions, donc dans les grandes lignes très conceptuelles, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir définir toute une série de fonctionnalités, si on veut, qui vont être importantes pour notre plateforme, pour pouvoir répondre à la problématique, à la solution donnée. Alors ce qui est important donc, quand on liste les fonctionnalités à ce niveau-ci, c'est le concept de KISS, donc Keep it simple, stupid. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rajouter des dizaines et des dizaines de fonctionnalités dans votre liste de fonctionnalités par persona, parce qu'en vrai, les utilisateurs ils vont venir sur votre plateforme pour 2-3
fonctionnalités. Ça ne sert à rien de lister dans votre liste de fonctionnalités, un utilisateur doit pouvoir mettre à jour son mot de passe, ou un utilisateur doit pouvoir mettre à jour son profil, à moins que ce soit critique vraiment à l'utilisation de votre application. À ce niveau-ci, ce ne sont pas des fonctionnalités importantes. Ce qu'on va vouloir mettre, par contre, c'est plutôt un utilisateur doit facilement pouvoir accéder à une carte interactive et voir le déplacement de son colis. Par exemple, sur Deliveroo, c'est important que moi j'aille fait ma commande et que je sache. Donc Deliveroo, vous voyez ce que c'est l'achat de plats préparés pour les grandes villes. Donc ils arrivent en vélo. Donc je vais commander dans un restaurant. Le restaurant va valider ma commande. Puis un cycliste ou un automobiliste, en tout cas, va apporter cette commande jusque chez moi. La plateforme Deliveroo va pouvoir me dire, et ça c'est une fonctionnalité qui est importante, donc la fonctionnalité principale c'est que je dois pouvoir facilement passer une commande dans un nombre suffisamment important de restaurants. Point 2, je dois savoir où en est ma commande, parce que j'ai commandé une pizza, j'ai commandé des sushis, je veux savoir quand ils vont arriver chez moi. Et c'est important pour moi parce que j'ai pas envie de téléphoner et puis me retrouver avec mon plat à 22 heures et avoir téléphoné à 19 heures. Donc c'est important pour moi d'avoir une petite idée du temps. J'ai besoin de savoir quand quelqu'un est arrivé chez moi facilement. Donc soit il va sonner, soit je peux avoir directement une notification via mon application mobile, ou il peut m'appeler via l'application mobile, mais en tout cas je suis bien au courant de la course et je dois facilement pouvoir payer, ou au moins savoir comment payer mon plat. Et donc ça c'est vraiment des fonctionnalités principales. On ne va pas aller dans le détail vraiment des plus petites fonctionnalités, peut-être moins importantes, et fondamentalement, si moi je peux facilement commander un plat qui a suffisamment de restaurants, que je sais quand il va arriver, qu'on va m'envoyer peut-être un questionnaire de satisfaction, eh bien je serai quelqu'un de satisfait et je vais continuer à utiliser le service. Et ça répondra à mon problème de j'habite en ville et de temps en temps j'ai eu la flemme, je n'ai pas été faire des courses au supermarché et donc j'ai envie de facilement avoir un plat chez moi à un prix abordable. Et donc ça c'est aussi une fonctionnalité qu'on va pouvoir peut-être ajouter, c'est de vérifier que les prix sont abordables pour chaque personne. Alors, les fonctionnalités, deuxième solution, les fonctionnalités sont potentiellement différentes pour chaque personne. Oui, parce que le livreur qui va être sur son petit vélo va pas avoir les mêmes besoins que moi. Le livreur, lui, ses fonctionnalités, ça va peut-être être, il veut savoir combien il a touché sur une course. Il veut savoir facilement le nombre de courses qu'il a encore prévues. Il veut que les courses soient optimisées pour qu'ils ne doivent pas trop faire d'aller-retour entre différents clients. Donc c'est plutôt ce type de fonctionnalités qui vont l'intéresser. Et c'est un autre persona, le persona du livreur. Le persona du restaurateur, dans le cas des Deliveroo, c'est encore un autre persona. Et lui, ça va être d'autres besoins qu'il a, et c'est probablement un besoin de chiffre d'affaires. C'est toute une série de fonctionnalités différentes qu'il va y avoir par persona. Et donc, je peux me retrouver avec 3 personas dans ce cas-ci, 3 problèmes différents pour chaque persona et 3 listes de fonctionnalités différentes. Mais dans le cas de Vinted, comme on l'a dit au début, là on va avoir quelqu'un qui achète et qui vend des habits. On va se retrouver avec 2 personas, des listes de fonctionnalités, mais comme les personas s'entrecroisent, en fait moi en tant qu'utilisateur je vais aussi bien avoir les fonctionnalités du persona A que du persona B. Alors la prochaine étape, donc maintenant j'ai listé toutes mes fonctionnalités, enfin toutes celles qui me semblent en tout cas relativement importantes, c'est de les classer par ordre d'importance pour nous et pour notre potentiel persona. Donc ici, imaginez qu'est-ce qui est le plus important pour le persona, et donc c'est de classer dans un ordre du plus important au moins important les fonctionnalités. Ça c'est important aussi pour pouvoir par la suite, si jamais on a mis trop de fonctionnalités, pouvoir écrémer des personnalités et vraiment avoir uniquement les fonctionnalités les plus essentielles pour les utilisateurs. Parce que souvent, dans un projet informatique, on va lancer un produit sur le marché, on va imaginons 10 fonctionnalités différentes, on va se rendre compte qu'on n'a pas ce qu'on appelle le product market fit, donc ça veut dire que notre produit n'est pas adapté au marché, ou du moins qu'on n'a pas une traction au marché, donc que les gens ne sont pas intéressés par notre produit, ou pas autant qu'ils le devraient. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On voit qu'on a 10 fonctionnalités, et on va en rajouter 10 nouvelles. Et donc on va se retrouver avec un produit avec 20 fonctionnalités. Et souvent, c'est une erreur, parce que souvent, pas toujours, mais souvent, si jamais on avait mis de base 10 fonctionnalités, et que ça ne plaisait pas à un utilisateur, c'est pas en rajoutant 10 fonctionnalités de plus que ça va plaire plus à un utilisateur. Probablement que dans les 10 premières fonctionnalités, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne correspondait pas aux attentes de l'utilisateur. Et donc c'est plus intéressant dans ce cas-là de revenir en arrière, de revoir ces hypothèses et d'adapter la solution qu'on propose à l'utilisateur pour changer les 10 premières fonctionnalités en 10 autres fonctionnalités qui auront peut-être plus d'intérêt pour un utilisateur final. C'est rarement intéressant de venir rajouter des fonctionnalités parce que ça rend votre produit complexe, confus,
et ça ne répond pas nécessairement mieux au marché que ce que vous aviez à la base. Donc il faut vraiment classer par importance pour essayer d'avoir un nombre assez réduit de fonctionnalités. Maintenant, il y a des solutions qui ont beaucoup de fonctionnalités. Regardez Facebook, vous avez des dizaines de fonctionnalités, voire des centaines de fonctionnalités, mais c'est un géant, tout le monde connaît bien Facebook, et vous, en tant qu'utilisateur, vous êtes familier avec Facebook. Mais par contre, si vous regardez WhatsApp ou Messenger, vous allez vous rendre compte que vous utilisez tout le temps les mêmes fonctionnalités. Ils ont beaucoup de fonctionnalités, mais la majorité n'est presque jamais utilisée, et vous allez vraiment toujours utiliser la même chose. Et ici, c'est un petit peu la même chose, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui va intéresser au maximum les utilisateurs et qu'est-ce qu'ils vont utiliser tous les jours. Et le reste, fondamentalement, ça ne vous intéresse pas, ou du moins pas dans un premier temps. Alors, pour revenir sur nos cas concrets, donc dans le cas d'Uber, qu'est-ce qu'on va avoir? Au niveau de l'utilisateur, donc la personne qui veut se faire véhiculer, il va vouloir, lui, trouver rapidement un chauffeur et à un prix abordable. Il va vouloir s'assurer de la fiabilité du chauffeur, donc quelqu'un qui est fiable, qui va prendre les chemins peut-être les plus rapides, qui va être sympathique, parce que personne n'a envie de rentrer à 11 h du soir dans un taxi et d'avoir quelqu'un de louche au volant du taxi. On veut avoir un certain sentiment de sécurité, on veut ne pas se sentir arnaqué par la course. Et ça revient à notre troisième problématique, du coup, une troisième solution, c'est la possibilité de suivre facilement les détails de la course et de ne pas se sentir arnaqué parce qu'un chauffeur a pris un détour ou a facturé des choses en plus dont on ne se rend pas spécialement compte. Donc c'est vraiment d'avoir un meilleur suivi de la course et de la fiabilité des chauffeurs de taxi. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, avant Uber, les chauffeurs de taxi, ils n'avaient pas nécessairement la bonne cote. D'ailleurs, dans les anciens films, c'est souvent le cas. Souvent, ils vont arnaquer les gens en roulant plus, etc. Même si, en vrai, c'est peut-être pas vrai, mais c'est l'image que les gens ont. Et Uber, ils permettent, avec leur système, de protéger l'utilisateur contre toute une série de fraudes qu'un chauffeur de taxi malveillant pourrait avoir. Par exemple, si je suis un chauffeur malveillant sur Uber, je vais avoir des mauvaises notes. Peut-être que Uber, à partir d'un certain moment, va me dire que je ne peux plus être chauffeur pour eux. Mais en tout cas, moi, en connaissance de cause, si quelqu'un a 2 étoiles sur 5, je sais que j'ai peut-être pas choisi la personne la plus fiable si j'ai fait appel à lui pour la course. Alors au niveau des chauffeurs, c'est un autre persona, donc ils ont une autre problématique et une autre solution qu'on va vouloir leur apporter. Ici, surtout au début, qu'est-ce que c'était pour les chauffeurs? C'était la possibilité d'arrondir ces fins de mois en utilisant leur véhicule. Et ça va surtout être pour les chauffeurs occasionnels. Et ça va être la possibilité aussi de faire taxi sans avoir la licence, sans avoir de taxi homologué, etc. etc. Donc faire un peu de taxi en touriste, donc sans devoir passer tous les examens et tous les frais qu'un taxi officiel doit avoir. Et ça fonctionne assez bien, vu qu'ils sont quand même relativement bien rémunérés, bien que ça ait fait toute une série de scandales dans bon nombre de villes, de grandes villes et de pays dans le monde. Alors au niveau de TAF Square, alors là, qu'est-ce qu'il y a? Donc au niveau des particuliers, je vous rappelle, donc c'est les particuliers qui vont rechercher à faire des travaux chez eux, ils vont vouloir, eux, trouver rapidement un professionnel. Donc je fais des travaux chez moi, je ne veux pas traîner, je ne veux pas avoir un professionnel qui va me rendre une réponse dans 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Je veux vite avoir une réponse. Je veux trouver quelqu'un de fiable, donc quelqu'un qui ne va pas faire faillite dans une semaine, quelqu'un qui va bien faire son travail. Même si je prends quelqu'un de bon marché, je veux avoir la certitude qu'il va réaliser le travail avec un niveau de qualité suffisant pour moi. Et je veux recevoir des devis. Donc je ne veux pas contacter des entrepreneurs qui viennent chez moi, regarder un petit peu ce qui se passe, etc. Et puis me dire qu'ils vont remettre une offre dans 2 semaines et puis jamais remettre d'offre. Parce que ça, c'est la spécialité des professionnels de la construction, c'est de passer chez vous, de regarder le travail qu'il y a à faire et puis de ne jamais renvoyer une offre si on ne les rappelle pas. Alors je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ça arrive quand même pas mal et c'est relativement chronophage et relativement embêtant, surtout par exemple pour des gens qui vont travailler toute la journée, qui doivent du coup se rendre disponibles pour que l'entrepreneur passe sur le chantier, sur l'endroit où il faut faire le travail, ou peut-être que le particulier doit se déplacer et puis après au final ne pas recevoir de devis. Donc ça c'est une première problématique et c'est la problématique du persona particulier. Alors prochainement, deuxièmement plutôt, il va y avoir la problématique du professionnel. Qu'est-ce qu'il veut lui le professionnel qui va se mettre sur une plateforme telle que TAF Square? Il veut recevoir plus de demandes qualifiées. Donc il ne veut pas des petits clients qui vont avoir un budget tout à fait déraisonnable par rapport au travail à effectuer. Donc par exemple, quelqu'un qui va dire moi j'ai envie de repeindre ma pièce mais j'ai 100 euros, typiquement ça ne va probablement pas intéresser un professionnel. Et donc il ne veut pas perdre du temps sur des gens qui n'ont pas le budget ou qui ne sont pas motivés dans leur projet.
et donc de remettre des offres au final qui ne seront pas acceptées. Il veut facilement pouvoir donner suite aux demandes, donc d'avoir un bon suivi des demandes qui rentrent et de pouvoir facilement rendre une réponse. Et évidemment, il veut augmenter son chiffre d'affaires en remettant plus d'offres. Donc il faut lui laisser une certaine chance d'obtenir des nouvelles offres. Donc c'est vraiment deux problématiques différentes. Où moi, en tant que particulier, je vais vouloir trouver facilement un professionnel fiable, avoir des travaux qui sont effectués assez vite et recevoir des devis. Et le professionnel, lui, ne veut pas perdre de temps avec des gens qui ne sont pas fiables non plus. Donc il veut des prospects qui sont vraiment intéressés. Il veut facilement donner suite aux demandes et il veut augmenter son chiffre d'affaires comme j'imagine la plupart des entrepreneurs. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes à savoir. Et quand vous avez déjà défini ça, donc vous avez défini vos personas, vous avez défini toute une série de fonctionnalités, et déjà même avant les fonctionnalités vraiment, plus ici les solutions que vous allez apporter au marché, et puis après de là découlent les fonctionnalités spécifiques de votre plateforme, vous avez déjà à moitié gagné. Pour autant que vos hypothèses sont bonnes, pour autant que vous êtes persuadé, que vous avez fait vos études de marché, où vous avez challengé vos concepts avec vos personas, des utilisateurs qui font partie de vos personas, vous savez déjà que vous allez apporter une solution qui va apporter une réponse à une de leurs problématiques. Donc on a vraiment la structure de la plateforme de mise en relation. Donc une fois qu'on a ces structures, la prochaine question à se poser, c'est maintenant je sais ce que je vais proposer, je sais ce qui intéresse les gens, comment est-ce que je vais devenir connu? Alors ça va être la partie définir la stratégie marketing et de communication. On va commencer par l'étape A. Alors la première problématique et c'est la plus grosse, croyez-moi bien, d'une plateforme de mise en relation, laquelle est-elle? Alors ça va être de trouver vos premiers 100 clients. Pourquoi? Parce que si imaginons un persona A et un persona B. Le persona A va au persona B, le persona B du coup achète au persona A. Si je n'ai pas de persona A, ça n'intéresse pas les utilisateurs de type persona B de venir sur ma plateforme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt de mettre des annonces, vu qu'il n'y a personne qui va être intéressé. Ou il n'y a pas d'annonce sur la plateforme, ou vice-versa. Donc on va se retrouver vraiment avec un problème de serpent qui se mord la queue. On n'a pas d'utilisateur sur la plateforme, donc on n'a pas le persona A qui est intéressé par le persona B et le persona B par le persona A. Et donc la plateforme, en fait, on se retrouve dans une plateforme vide, dénuée de sens. Imaginez-vous, je vais sur Facebook, ou sur une plateforme similaire à Facebook, parce que Facebook, il y a déjà beaucoup d'utilisateurs, mais sur une plateforme similaire à Facebook ou à Instagram. Mon objectif en allant sur cette plateforme, c'est, j'imagine, de faire des photos ou de mettre des publications sur ma vie, sur ce que je vais manger, sur ce que je vais faire comme sport, sur les films que je vais regarder, sur mon travail, peut-être sur toute une série de choses. Et, de regarder aussi pour d'autres utilisateurs, mais aussi que j'aille des personnes qui mettent des likes à mes publications, etc., etc. Si je vais sur une plateforme comme Instagram, que je fais une publication, que personne ne la voit, que personne ne met un like, mais en plus que moi, je ne peux même pas consulter des consultations, des publications d'autres personnes parce qu'il n'y en a pas, la plateforme, je vais créer mon compte, quand j'aurai créé mon compte, je vais faire une publication, et puis j'irai plus jamais dessus, parce qu'en fait, il n'y aura aucun intérêt pour moi d'aller dessus. Et donc c'est vraiment la première problématique. Alors il y a plusieurs solutions à cette problématique, et qui ont beaucoup été essayées par les sociétés de la Silicon Valley, et c'est des solutions très simples en vrai. Donc soit c'est d'avoir une stratégie graduelle par zone géographique ou par école. Imaginons, c'est le cas de Facebook par exemple. Facebook, ils ont démarré uniquement sur Harvard, et puis ils ont ouvert sur Stanford, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme ça, en démarrant sur Harvard, ils ont fait beaucoup de communication et de marketing sur Harvard en soi. Ils ont eu beaucoup d'étudiants de Harvard qui se sont inscrits, et puis dès qu'une centaine, un millier d'utilisateurs de Harvard se sont inscrits sur la plateforme, l'effet réseau s'est mis en route, et puis c'est devenu plutôt pour les marginaux de ne pas être sur Facebook. Donc tout le monde devait être sur Facebook parce que de plus en plus de gens étaient sur Facebook, que c'était le nouveau truc in, qu'on voyait les nouvelles photos, etc., etc. La tendance s'inverse. Une fois qu'on a suffisamment d'utilisateurs, on ne se dit pas je vais aller sur Facebook parce que je ne sais pas pourquoi je dois aller sur Facebook, parce que de toute façon c'est pas intéressant, mais le message devient plutôt je dois aller sur Facebook parce que c'est là que tous mes amis sont et je vais voir ce qu'ils font au jour le jour. Et donc c'est comme ça qu'ils ont lancé. Ils ont lancé sur Harvard, ils ont lancé sur Stanford, ils ont lancé sur Yale, ils ont lancé sur MIT aux États-Unis, donc sur toutes des grandes universités aux États-Unis. Et puis quand ils ont lancé sur suffisamment de régions, ils ont lancé ça pour tout le monde, donc même pas uniquement les universitaires. Comme ça, moi j'étais universitaire, j'ai demandé aussi à mes amis qui ne sont pas universitaires de venir se mettre sur Facebook, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et l'effet réseau s'est mis automatiquement en route.
Et puis après, ils sont attaqués à une autre région, et ainsi de suite, sur la même politique de croissance. Alors une autre possibilité, c'est de créer une fausse activité. Par exemple, via votre réseau interne, vous créez des profils sur la plateforme et vous mettez des biens dessus. Ou via un faux réseau, donc vous créez carrément une fausse activité. C'est le cas de Twitter. Par exemple, Twitter, quand ils ont démarré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé toute une série de faux profils et ils ont commencé à tweeter entre eux. Et puis après, ils ont participé à la Silicon Valley, parce que c'est une société de la Silicon Valley, à une conférence bien connue, et ils ont commencé à tweeter sur cette conférence, et comme il y avait déjà quelques utilisateurs de base, etc., ça a vraiment permis de lancer Twitter sur la Silicon Valley, parce que les gens qui sont venus à cette conférence-là ont installé Twitter, ont envoyé des petits tweets à gauche, à droite, et ont continué, enfin, ou du moins une partie d'entre eux, ont continué à utiliser la plateforme. Alors, un autre système bien intéressant qui est utilisé par Airbnb, c'est de récupérer toute une série d'annonces ou de contenus de réseaux tiers. Donc Airbnb a fait ça pour Craigslist. Donc Craigslist, c'est une entreprise, une société web qui n'est pas du tout connue en Europe, mais qui est très très connue aux États-Unis. Et c'est en fait une plateforme de petites annonces. C'est une plateforme qui date des années 90 et qui est toujours fort utilisée. Alors vous pouvez aller sur le site, c'est vraiment très moche comme design, mais ça fonctionne très bien. Enfin en tout cas ça a fonctionné très bien pendant tout un temps. Et donc vous pouvez mettre votre petite annonce dessus et vous pouvez la mettre dans un sujet particulier. Par exemple, je vends des chiots, je mets une petite annonce pour des coupons pour un restaurant, mais je peux mettre aussi des petites annonces dans une catégorie pour biens en location. Qu'est-ce qu'ils ont fait Airbnb? Eh bien, ils ont été donc toutes les annonces sont triées par ville. Aux États-Unis, ils travaillent beaucoup comme ça. Donc c'est vraiment par ville, San Francisco, Los Angeles, New York, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une ville, San Francisco, et sur San Francisco, ils ont été voir sur Craigslist toutes les annonces de biens qui étaient à location. Et ils sont venus les mettre manuellement sur leur plateforme Airbnb. Comme ça, ils avaient déjà résolu une partie de la problématique, c'est-à-dire qu'il ne restait plus que la problématique des utilisateurs, utilisateurs qui veulent louer un bien à attirer. Et donc eux, ils ont récupéré des annonces Craigslist et ils publiaient eux-mêmes leurs annonces Airbnb sur Craigslist, évidemment en mettant chaque fois un lien vers Airbnb quand ils publiaient l'annonce, pour que l'utilisateur voit l'annonce sur Craigslist, clique sur le lien, termine sur Airbnb, passe sa commande, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour créer vraiment une première activité jusqu'à ce que le service soit suffisamment utilisé, qu'ils aient suffisamment d'utilisateurs, et puis que la question ne se pose pas, ne se pose plus. Donc ça, c'est vraiment la première problématique, qui est vraiment une des plus importantes, parce que sans utilisateur, la plateforme ne va juste pas démarrer, et c'est vraiment le gros challenge des plateformes de mise en relation. Tafsquare, ça a été pareil, Gopeda, ça a été pareil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vraiment les 100 premiers utilisateurs qui sont vraiment un problème à avoir. Mais si vous arrivez à passer ce challenge-là en réfléchissant à des petites astuces ingénieuses et peut-être un peu non orthodoxes, eh bien vous allez pouvoir répondre, arriver à ces 100 ou ces 1000 premiers utilisateurs et avoir vraiment une plateforme qui fonctionne. Alors, deuxième problématique, donc sur votre plateforme de mise en relation ou sur le web de manière générale, vous allez avoir quelque chose qui s'appelle un utilisateur actif dans un concept. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un simple visiteur sur votre site internet devienne un utilisateur actif? Donc, comment est-ce qu'on va quantifier pour votre projet ce qu'est un utilisateur actif? Donc, est-ce qu'un utilisateur actif, il doit acheter? Est-ce qu'il doit visiter votre plateforme tous les jours ou toutes les semaines? Est-ce qu'il doit créer un compte? Donc vraiment, qu'est-ce qui fait en sorte que vous allez considérer qu'un utilisateur est un utilisateur actif? Dans le cas de Facebook, un utilisateur actif, donc ils vont quantifier un utilisateur actif si jamais la personne vient tous les mois. Donc ils vont avoir leur taux d'activité d'un utilisateur s'il vient regarder pendant X minutes tous les mois Facebook. Dans Airbnb, un utilisateur actif, ça va peut-être être quelqu'un qui va mettre en location un bien et qui va louer son bien plus de 2 ou 3 fois par an. Donc ça, c'est vraiment, ou qui va louer une fois. Donc ça, c'est vraiment important de vraiment quantifier à partir de quel moment il va être actif. Et ça va nous permettre de déterminer deux choses. Donc le taux d'acquisition et le taux de rétention. Donc le taux d'acquisition, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage d'utilisateurs, de visiteurs qui vont venir sur votre site internet et puis après qui vont devenir des utilisateurs actifs. Donc imaginons, je suis Airbnb, je vais avoir une page spécifique pour les gens qui veulent mettre en location leur bien. Eh bien, de 1000 visiteurs qui viennent sur cette page-là, j'ai peut-être que 50 visiteurs qui vont réellement mettre une annonce. Et donc mon taux d'acquisition est de 50 divisé par 1000 fois 100%. Et c'est un pourcentage. Et c'est très important parce que ça va pouvoir quantifier après, vraiment
mesurer votre marketing et d'avoir une bonne idée de quel sera mon coût marketing pour avoir un utilisateur final. Donc quel est l'argent ou le coût que ça va me coûter d'avoir un utilisateur qui va être actif sur ma plateforme. La deuxième chose qui est vraiment très importante, c'est le taux de rétention des utilisateurs. Donc qu'est-ce que c'est le taux de rétention? Ben voilà, vous avez eu des visiteurs, ce sont devenus des utilisateurs actifs, et puis après, dans un mois, 2 mois, 3 mois, est-ce qu'ils sont toujours actifs, oui ou non? Et donc ça va vraiment être ça. Ça va être vraiment le taux de rétention, c'est combien d'utilisateurs vont être actifs après X temps sur ma plateforme. Et donc c'est vraiment chaque fois calculé par rapport au temps, donc par exemple tous les mois, toutes les semaines qu'on peut calculer ça. Netflix par exemple va vraiment mesurer son taux de rétention sur par exemple les séries, pour savoir s'ils vont continuer ou pas une série. Donc ils vont regarder épisode par épisode l'audimat qu'ils vont avoir pour chaque série, et s'ils voient que ça diminue trop, donc au départ on avait peut-être 1000 personnes, et puis petit à petit l'engouement s'essouffle, et bien ils vont pouvoir dire on va arrêter la série parce qu'on se rend compte qu'elle a de moins en moins d'intérêt. Le taux de rétention va aussi pouvoir identifier combien d'efforts marketing vous allez devoir faire et où vous allez devoir les faire, si vous les faites plutôt sur la rétention ou sur l'acquisition. Alors il y a un expert en rétention qui s'appelle Andrew Chen. Donc Andrew Chen, c'est un Américain qui vient de la Silicon Valley. Alors pour l'instant, il travaille pour Andreessen Horowitz, qui est un des fonds d'investissement en fait, les plus connus au monde, parce qu'ils ont fait les investissements, enfin ils ont fait dans les investissements les plus populaires au monde. Donc ceux qui ont investi dans Facebook, ils ont investi dans Uber, ils ont investi dans toute une série de startups qu'on voit tous les jours. Et cette personne-là, avant de travailler chez Andreessen Horowitz, il était le responsable du growth hacking, donc vraiment de tout ce qui est mesure, acquisition, rétention et amélioration de ces deux indicateurs de performance chez Uber. Donc c'est Uber qui est quand même très connu pour sa croissance fulgurante, donc c'est pas du tout une qui, il est vraiment très compétent dans son secteur. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il considère qu'un site internet, tous les sites internet, ce sont un peu comme des seaux qui fuient. Donc on a des seaux, il y a des trous dedans. Et au-dessus, on va verser des utilisateurs, donc on va verser 1000. Et si on arrête le flux d'entrée d'utilisateurs, donc on va mettre une planche sur votre seau, et bien votre seau il peut faire que se vider, donc avoir de moins en moins d'utilisateurs. Et donc l'objectif, c'est d'augmenter son taux de rétention, donc essayer de colmater les trous de son seau, et de continuer à faire un effort d'acquisition pour pouvoir compléter le seau par rapport aux utilisateurs qui partent. Alors, l'importance de ces deux taux, donc le taux d'acquisition et de rétention, c'est deux choses. De un, c'est facile à mesurer sur Internet, donc dans les médias traditionnels et pour une entreprise traditionnelle, donc pas une plateforme web ou mobile, c'est relativement compliqué de suivre ce genre d'informations parce que comment savoir le nombre de clients qui restent? Enfin, on peut toujours le savoir, mais c'est beaucoup plus compliqué. Dans le web, on va vraiment pouvoir mesurer beaucoup plus de choses, et ceci grâce aux petits cookies qui ont une si mauvaise pub de manière générale. Eh bien, on va pouvoir vraiment mesurer combien de gens restent, combien de gens reviennent, si je suis devenu, est-ce que je vais revenir la même personne, et ainsi de suite sur le site, qu'un magasin traditionnel, imaginons à Liège, ne va jamais pouvoir définir ça. On ne va pas pouvoir savoir si quelqu'un revient plusieurs fois dans le magasin, à moins qu'elle fasse des achats, mais encore que, il faut qu'elle fasse des achats et qu'on ait une carte de fidélité, etc. etc. Donc c'est très difficile à quantifier, mais dans le web c'est très facile à quantifier. On arrive dans le magasin, on peut regarder l'IP de la machine, on lui met un petit cookie et on sait s'il revient dans 3 mois ou dans 6 mois, on sait que c'est à nouveau lui, en tout cas s'il a utilisé le même navigateur. Donc ça permet d'avoir un bien meilleur suivi. Et alors, votre taux d'acquisition et de rétention, ça va définir si vous devez fournir plus d'efforts marketing sur l'acquisition ou sur la rétention. Et donc ça va permettre d'ajuster les stratégies de marketing et de communication pour que la plateforme soit une réussite. Et donc, ça va avoir aussi une incidence sur votre interface, sur les fonctionnalités que vous avez prévues, etc. Parce qu'on peut imaginer, comme dans le cas précédent, on avait 10 fonctionnalités, on connaît que notre taux d'acquisition est de 10% et le taux de rétention est de 50%, on peut changer des 10 fonctionnalités, 5 fonctionnalités, et puis mesurer, est-ce que mon taux d'acquisition c'est toujours 10%, ou est-ce que c'est passé à 20%, est-ce que mon taux de rétention c'est toujours 50%, ou est-ce que c'est devenu 90%, en adaptant le système. Et donc on va pouvoir valider le concept grâce à ces deux concepts-là, donc ces deux indicateurs de performance qui sont très importants dans une plateforme de mise en relation et qui sont malheureusement trop peu souvent mis en place ou implémentés par des prestataires et par des équipes marketing. Alors il y a une anecdote très amusante sur le taux d'acquisition dont je vais parler maintenant, avant de passer au cas concret donc de Uber et Tafsquare et comment eux font. Alors, pour
Un jeu vidéo très connu qui s'appelle League of Legends ou LoL. C'est le jeu vidéo le plus joué au monde, et ça fait 10 ans que c'est le cas. Et quand ils ont lancé le jeu vidéo, donc il y a toute une série de personnages dans le jeu vidéo, il y a des hommes, il y a des femmes, etc. Ils se sont rendus compte qu'en fait, leur personnage principal, c'était un jeune, généralement célibataire mais pas toujours, qui avait entre 12 ans et 22-23 ans, qui était en pleine crise d'adolescence, et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des personnages femmes. Et si sur la page d'accueil d'inscription et de téléchargement de jeu, donc le jeu c'est entièrement gratuit, hein, donc il ne faut pas du tout payer, c'est entièrement gratuit, mais ils voulaient améliorer la performance de leur page, si vous voulez, de téléchargement du jeu. Donc les gens tombent sur ce jeu-là, ils voulaient que plus de gens téléchargent le jeu. Comment est-ce qu'ils ont fait? C'est très bête. Ils ont, comme c'était des jeunes, ils se sont dit c'est beaucoup des jeunes, c'est beaucoup des hommes, pas tant de femmes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre sur toutes les pages d'inscription, en fait, des personnages femmes avec un relativement grand décolleté et un gros plan sur le visage, mais qui s'arrête en dessous du buste pour bien voir l'entièreté de la poitrine, la personne fille, et surtout on va faire des personnages relativement mignons et avec quand même pas mal de monde au balcon. Et ils se sont rendus compte qu'avec cette petite anecdote très drôle, eh bien, ils ont vraiment doublé leur taux d'acquisition par rapport à avant. Donc c'est vraiment une bêtise, c'est vraiment dimensionner un petit peu différemment une image, et paf, on a des résultats bien plus importants que ce qu'on avait avant. Ça peut être, par exemple, si vous demandez des avis TripAdvisor sur votre commerce. Ça peut être, au lieu de bêtement demander un avis TripAdvisor à la fin de processus d'achat, ça peut être de mettre un message personnalisé du fondateur qui, vraiment, qu'on voit que la personne est investie derrière son projet et que ça sort vraiment de son cœur, qui va permettre aux gens de laisser des meilleures notes et ou plus de notes que ce qu'on aurait eu avec un bête message. Merci de nous laisser un avis sur TripAdvisor, ou nous vous remercions pour votre confiance, laissez-nous un avis sur TripAdvisor. Donc des fois c'est vraiment des bêtises, mais qui permettent d'améliorer considérablement la performance aussi bien de l'acquisition que de la rétention. Par exemple, dans le cas des avis, si vous avez plus d'avis sur TripAdvisor, forcément, et que votre commerce dépend de un de vos canaux de communication et TripAdvisor, forcément vous allez avoir un meilleur retour, parce que vous allez avoir 1000 notes 5 étoiles, ici comme par exemple une petite gaufre s'appelle l'Hippopète de Liège, où ils ont énormément d'étoiles sur TripAdvisor, et c'est toujours plat, forcément. Parce qu'ils ont beaucoup de gens qui aiment leur service, et ils savent le mettre très bien en avant, parce que c'est important aussi de le mettre en avant. Alors dans nos cas concrets sur Uber et Tafsquare. Donc pour Uber, qui est le personnel utilisateur, donc occasionnel ou régulier, on va plutôt travailler sur l'acquisition, mais on ne va surtout pas négliger la rétention pour fidéliser sur le long terme. Parce que la course moyenne ne vaut peut-être pas beaucoup d'argent, et le coût d'acquisition d'un utilisateur est peut-être supérieur au prix de la course moyenne d'un utilisateur, et peut-être qu'un utilisateur qui veut se faire véhiculer ne devient rentable qu'à partir de 5, 10 courses. Donc ça, c'est un peu à définir. Pareil pour Deliveroo, ça va probablement être le même cas, ils n'ont pas des grosses marges, et donc il faut plusieurs courses avant qu'un utilisateur soit rentable, parce qu'il coûte 50 € en marketing, et si la valeur moyenne de la course est 20 € et que Uber a 5 € de marge, j'invente, mais imaginons, 5 € de marge, il lui faut au moins 10 courses pour au moins arriver à financer le coût de marketing d'acquisition de l'utilisateur. Alors pour le personnage chauffeur, là, une fois qu'on a un conducteur, on veut le garder le plus longtemps possible, qu'il ait le plus d'étoiles possible, qu'il soit le plus fiable, qu'il soit habitué à nos processus, etc. Donc on va pas mal prioriser la rétention. Alors dans le cas de Tafsquare, pour le persona particulier, là c'est des personnes, donc des particuliers qui veulent faire des travaux chez eux. Bon, je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas spécialement envie tous les ans de faire des travaux chez moi, donc ça, je vais peut-être le faire une fois tous les 5 ans, peut-être une fois tous les 10 ans. Et donc, dans le cas de Tafsquare, ça va principalement être intéressant de prioriser l'acquisition des utilisateurs au lieu de la rétention, parce que la fidélité va être compliquée à garantir pour un utilisateur particulier, parce qu'il va peut-être faire appel qu'au service tous les 5 ans, et donc il risque d'oublier qu'on existe. Mais il faut du coup se garantir aussi qu'on a une marge suffisante sur une transaction pour pouvoir financer cet utilisateur-là. Alors pour le persona professionnel, le coût d'acquisition, lui, va généralement être plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre plus d'efforts peut-être dans le professionnel qui va financer toute la plateforme, et on veut avoir des professionnels sur la plateforme. Et on veut les garder le plus longtemps possible une fois qu'on les a acquis. Donc on va prioriser principalement la rétention.
Donc on veut vraiment qu'ils soient satisfaits de nos services sur le long terme. Particulier, il doit être satisfait sur le court terme, c'est-à-dire sur sa demande ponctuelle. Pour un professionnel, c'est pas le cas. Il doit être satisfait sur le long terme, donc il doit mettre plusieurs offres et chaque fois il doit avoir un bon taux de retour pour pas avoir l'impression de mettre de l'effort dans quelque chose qui ne lui rapporte rien. Ici, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il y a énormément de webinaires plus axés marketing opérationnel et marketing stratégique, donc on ne va pas trop aller dans le détail sur le marketing, d'autant plus que ça dépend beaucoup de le type de plateforme que vous voulez faire et du marché que vous voulez cibler. Mais en gros, il y a toute une série de choses qui peuvent être mises en place. Donc on peut faire du bouche à oreille avec une plateforme, on peut gérer du contenu grâce à du community management et donc créer un effet de création de contenu et de vie sur la plateforme avec un community manager qui va répondre aux commentaires, etc. Ça, c'est l'exemple, par exemple, d'une plateforme qui s'appelle Webtoons qui publie des bandes dessinées numériques et les community managers, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un peu un système type manga, donc des bandes dessinées par chapitre. Donc un peu comme une série, et donc au-dessus de chaque chapitre il va avoir un box de commentaires. Le community manager il va faire quoi? Il va répondre aux commentaires pour créer une certaine dynamique et un petit peu forcer le discours sur chaque chapitre jusqu'à ce que ce discours-là se fasse tout seul et que la communauté crée une communication. Il va faire pareil sur les réseaux sociaux, etc., etc. On peut faire du SEO, soit du référencement naturel, donc ça va aussi être utile si notre stratégie c'est de premier sur Google sur certains mots-clés. On peut faire par appel à des médias traditionnels. On peut faire des publicités Facebook ou Instagram ou bêtement des publications Facebook et Instagram et via le Community Manager. On peut faire des publicités Google, donc la différence avec le référencement naturel, c'est que là on va payer pour être premier dans Google, alors qu'avec le référencement naturel, on va mettre des choses en place qui vont vous coûter plus cher en temps 1, mais après pour chaque clic ça ne coûtera plus rien. On peut avoir un commercial qui va démarcher des personnes. Imaginons dans le cas de Groupon, donc que vous connaissez tous, il y a un commercial ou de Deliveroo, c'est la même chose. Enfin, c'est pas le même concept, mais ils ont tous les deux une équipe commerciale, donc vraiment de commerciaux qui vont sur la route, qui vont démarcher des restaurants, démarcher des commerces pour participer à la plateforme. Et donc là, votre coût d'acquisition forcément augmente, mais c'est important dans leur stratégie en tout cas. On peut faire des événements promotionnels ou on peut faire des emailing, soit automatiques, soit des emailing de masse à des publics cibles, voire on peut faire du sponsoring. Enfin, il y a toute une série de stratégies de marketing qu'on peut mettre en place pour rendre sa plateforme plus opérationnelle. Mais ça, je vous invite à participer à un autre webinaire sur ce sujet-là spécifiquement pour apprendre vraiment les détails et ce qui est important. Et on pourrait faire 2 heures de présentation réelle sur ce chapitre-là parce que c'est quand même vraiment très complet et c'est pas le but ici de cette présentation-ci. Alors, on va vraiment rentrer plus dans le vif du sujet. Donc, dans la première partie, on a parlé de tout ce qui était vraiment stratégique, à quoi il faut penser, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc., etc., avant de démarrer vraiment la conceptualisation du projet, parce que nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui viennent déjà avec des maquettes d'interface, etc., qui sont faites, c'est très bien, mais qui, de temps en temps, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais de temps en temps, ont peut-être négligé toute la partie préalable et pensent savoir, mais ne se sont peut-être pas posé les bonnes questions. Et alors c'est notre rôle de vraiment les aiguiller. Et ici, on va vraiment, une fois que la première partie a été abordée, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc ça va vraiment être le premier chapitre, choisir son média. Est-ce que je veux du mobile? Est-ce que je veux du web? Ou est-ce que je veux les deux? Donc le mobile, ça va être tablette GSM, donc Android iOS. Et le web, vous savez tout ce que c'est dans un navigateur web. Et je peux aussi vouloir les deux. Alors c'est pas toujours intéressant de choisir les deux. Pourquoi? Parce qu'on va faire 2 fois le développement. Et donc c'est relativement coûteux. Généralement, ça vous coûte en général 2 fois plus cher. Et donc il faut voir en fonction des personas. Et c'est pas parce que pour un persona on fait du web qu'on peut pas faire du mobile pour un autre persona. Et vice versa. Donc les avantages du web. Le premier avantage, c'est que c'est accessible de partout. Donc aussi bien depuis le mobile, parce qu'on va adapter les interfaces pour que aussi bien sur PC que sur GSM, l'interface soit sympathique d'utilisation. Vous pouvez regarder par exemple sur le site internet d'Oz, que vous ayez sur votre PC, donc avec votre navigateur traditionnel, ou que vous y allez via votre GSM, ou que vous allez via votre tablette, l'interface va être différente. Les éléments vont quand même rester plus ou moins semblables, mais l'interface va être adaptée à chaque support pour que l'utilisateur ait
un bon ressenti, une expérience utilisateur. Et c'est très important parce qu'au jour d'aujourd'hui, plus de 50% des utilisateurs qui vont sur le site internet, ils vont via un terminal mobile et donc pas du tout via le web. Alors le web, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça n'a pas besoin d'installation. Et aussi, quand on fait une mise à jour, elle est d'office faite chez tout le monde, parce que c'est au niveau du web, donc je rafraîchis ma page et j'ai la nouvelle version. Et on a aussi une redirection plus facile depuis différents sites internet, de partage, etc., vers l'une ou l'autre fiche sur le site internet. Ça permet aussi d'être classé dans Google de manière automatique, enfin de manière automatique pour faire l'effort évidemment de référencement, mais ça permet d'avoir un classement dans Google qu'on n'a pas nécessairement avec le mobile, enfin qu'on n'a même pas avec le mobile. Donc ça c'est quand même assez important. Si jamais une grosse partie de votre stratégie c'est d'être trouvable facilement via Google, c'est peut-être intéressant de penser au web et pas tellement au mobile. Si votre stratégie c'est par exemple aussi de pouvoir partager facilement sur Facebook des éléments, souvent le web va être intéressant dans ce cas-là. Pour la seconde partie, donc pour le mobile. Alors, il y a premier problème, il y a quand même beaucoup d'avantages au mobile, mais il y a premier problème. Le premier problème, c'est la barrière à l'entrée. Donc, pour une application mobile, un site internet, comme je le disais, je fais une recherche dans Google, je clique sur un résultat ou je clique sur un lien sur un site internet, je tombe directement sur la bonne page et j'ai déjà l'information qui m'intéresse. Dans une application mobile, il faut que j'installe l'application mobile. Donc ça demande toujours un effort supplémentaire de la part de l'utilisateur qui est peut-être pas très important, mais vous allez déjà perdre toute une série de personnes rien qu'à cause de ça. Le deuxième problème du mobile, c'est que, je ne pense pas qu'il soit dans cette liste d'ailleurs, c'est que généralement c'est un petit peu plus onéreux que le web. Parce que ils ont moins vieux comme technologie, plus novateur et que généralement on fait une version iOS et Android. Alors il y a des technologies qui permettent de développer sur les deux, mais de manière générale c'est un peu plus complexe que de faire du web. Alors il y a plusieurs avantages vraiment très importants, c'est que c'est souvent plus convivial si vos utilisateurs sont souvent sur un smartphone. Ça va charger vite, ça va aller vite, ça va être agréable. On va pouvoir donner des belles petites animations. Ça va être facile d'utilisation en route. Donc si je suis en route, je sors mon GSM de ma poche, j'allume mon application et je peux facilement voir l'application et voir le contenu qui m'intéresse. C'est très utile pour une utilisation régulière, donc pas une utilisation sporadique mais vraiment régulière. Type ImoWeb, je vais voir toutes les semaines sur ImoWeb s'il y a un nouveau bien, ou tous les jours s'il y a un nouveau bien. Et dessus, je vais dessus, Messenger c'est pareil, vraiment des choses qu'on va utiliser régulièrement, c'est intéressant de l'avoir en version mobile. On va pouvoir envoyer des push notifications, donc qui sont déjà plus acceptés que les mails. Les mails, les gens les lisent de moins en moins. Une push notification, pour autant qu'elle ait été acceptée par l'utilisateur, au moins vous permet de pouvoir rentrer en contact, pour que vous ne spammez pas trop les utilisateurs, en contact régulier avec vos utilisateurs. Et alors, si on a besoin de la position géographique d'un utilisateur, avec le mobile c'est très facile, on va pouvoir utiliser la position de la personne en chemin, etc. C'est facile aussi si on a besoin de fonctionnalités type prendre des photos, si on a besoin du gyroscope ou de l'accéléromètre, donc la vitesse du téléphone ou du déplacement du téléphone, l'orientation du téléphone, etc. Ça va être beaucoup plus facile en mobile qu'en web, donc ça a pas mal d'avantages, ça a quelques inconvénients. Pareil que le web, il faut bien choisir son média par rapport à votre personne. Alors notre conseil, de manière générale par rapport au développement, et ça c'est très très important parce qu'on voit souvent cette erreur qui est faite par pas mal d'autres sociétés informatiques qui sont peut-être pas aussi habituées à faire du développement sur mesure et qui sont plus optimisées pour la création de sites vitrines ou de sites e-commerce traditionnels, c'est que c'est très important pour votre plateforme de mise en relation de ne surtout pas utiliser un CMS type WordPress, Drupal. Parce que les WordPress, les Drupal et les PrestaShop, les Shopify, ça a énormément d'avantages. Ça a vraiment beaucoup d'avantages, c'est très très bien, mais quand on a un système standard, donc j'ai un site vitrine traditionnel d'une entreprise pour mettre en avant mon entreprise. Je fais un blog, forcément je vais faire du WordPress, ou du moins les avantages pour le web. Je veux faire un e-commerce, mais rien de plus traditionnel, je mets des articles dessus, les gens peuvent acheter, je les livre. Eh bien oui, alors forcément c'est intéressant d'utiliser un CMS parce qu'ils vont pré-mâcher toute une série de choses qui vont rendre le développement beaucoup plus facile et le budget beaucoup plus faible. De bonnes pratiques qui seront mises en place de base et dont le prestataire n'aura pas besoin de réfléchir à ça. Mais dans le cas de votre plateforme de mise en relation, ce n'est pas idéal parce qu'en fait, c'est des outils qu'on va aller dénaturer. Rendez-vous compte, un outil qui est WordPress qui a été fait initialement pour faire des blogs et puis pour des sites vitrines ne peut pas
se transformer en plateforme de mise en relation de manière efficace. Donc nous, on vous conseille vraiment pour vos plateformes de mise en relation de faire du sur-mesure. Et on le voit, c'est ce qui marche, hein. D'ailleurs, les plus grands acteurs, Airbnb, Uber, etc., ils n'ont pas du WordPress, ils ont du sur-mesure. Alors ils ont peut-être du WordPress pour leur site présentationnel, mais vraiment pour leur partie interface, ça va être purement du sur-mesure. Alors, quelques cas concrets. Pour Uber et TaskSquare, du coup, encore une fois, pour une Uber, c'est des chauffeurs et des utilisateurs. Les utilisateurs, ils vont avoir une utilisation en voiture et ça va être principalement leur smartphone. Et alors, ils ont beaucoup besoin de la position géométrique. Ça va être une utilisation régulière du système. Et donc là, on va aller sur quelque chose de 100% mobile. Parce que c'est relativement intéressant. Forcément, pour le chauffeur qui est dans son véhicule, c'est mieux d'avoir une application mobile. Pour la personne qui recherche un taxi, vous allez rechercher votre taxi, je sais pas moi, Place Opéra à Liège, ou à Bruxelles, à la gare centrale, et vous allez rechercher ça vraiment là où vous allez vous trouver en sortant du restaurant, en sortant d'un café, en sortant de la gare, en sortant de votre entreprise, et donc vous allez toujours avoir votre GSM sur vous, et donc c'est beaucoup plus facile d'y accéder directement via le GSM. D'autant plus que ça permettra de vous géolocaliser pour que le chauffeur vienne vous rechercher exactement au bon endroit. Alors pour TaskSquare, ici c'est des particuliers et des professionnels. Les particuliers, l'acquisition, c'est clairement plus facile via le web, d'autant plus que, je le rappelle, c'est souvent des one-shot parce que je vais faire un travail une fois, ça va m'intéresser à un moment donné et ce sera tout, de faire le travail et peut-être 2 ou 3 ans plus tard. Et donc du coup, on va vraiment vouloir rendre l'accès le plus facile possible, c'est pour ça que c'est du web, et ça va être une utilisation occasionnelle. Alors au niveau des professionnels, on va vouloir facilement pouvoir partager des devis, ils vont généralement regarder ça sur leur ordinateur, parce qu'ils veulent une interface plus facile pour travailler derrière un bureau. Donc on a ici opté pour 100% web et ça se passe super bien. Maintenant, ça pourrait être aussi une application mobile parce qu'il est possible qu'un professionnel veuille directement compléter une offre ou quoi que ce soit directement sur le chantier. Donc ça pourrait être possible, bien que dans ce cas-ci, c'est 100% web. Mais le mobile n'est pas exclu, en tout cas pour les professionnels. Pour les particuliers, l'intérêt est très très limité. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on sait plus ou moins si on veut faire du mobile ou du web, enfin on est censé savoir, en tout cas avoir une bonne idée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va structurer les écrans de la plateforme. Et ça c'est une des premières étapes du développement, ça va être de créer des wireframes. Alors qu'est-ce que c'est un wireframe? C'est un peu comme un plan d'architecte. C'est un plan ou un schéma qui va vous permettre de communiquer par rapport à l'interface et de réfléchir par rapport à l'interface. Et donc c'est comme un plan d'architecte, l'architecte vous fait un plan et puis alors vous pouvez communiquer l'un avec l'autre par rapport à ce plan. Et donc on va communiquer avec l'architecte, dire cette pièce-là, je veux qu'elle soit plus grande, ça j'aimerais que ce soit comme ça, etc. etc. C'est pas la maison définitive, c'est qu'un plan, mais au moins ça permet d'avoir un certain discours entre déjà de réfléchir soi-même à la problématique, mais aussi de pouvoir discuter avec le prestataire qui va réaliser le travail ou avec d'éventuels clients, parce qu'on peut aller montrer un wireframe à un client parce que ça permet au client de se projeter dans l'interface. Alors comment est-ce qu'on va réaliser les wireframes? Donc vous allez avoir dans votre interface de plateforme web pas mal d'écrans. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La première étape, ça va être créer le plan du site ou de l'application mobile et c'est de se dire quelles sont les interfaces importantes que je vais avoir. Donc j'imagine qu'on va avoir une interface, prenons l'exemple d'une application mobile standard, on va avoir une interface de connexion d'utilisateur, une interface de création de compte, et alors à la création de compte, on va peut-être soit demander peu d'informations, soit plus d'informations, donc il est possible que la création de compte soit en plusieurs étapes, et si on veut un abonnement à la création de compte, il est possible qu'on donne aussi la possibilité directement à la création du compte de s'abonner. Puis on va généralement avoir un accueil, donc on va avoir un écran d'accueil, là-dessus forcément le plus important c'est d'avoir les éléments les plus importants d'utilisateurs, donc vraiment les solutions à ces problématiques. On va avoir peut-être un écran historique, peut-être un écran messagerie, enfin toute une série d'écrans, et donc on doit lister les écrans sans les dessiner pour autant. Mais vraiment avoir une liste relativement exhaustive de tous les écrans qu'on a imaginés, peut-être avoir un écran de reset de mot de passe, donc pour rafraîchir son mot de passe, pour remettre à zéro son mot de passe, etc., etc. Donc on réfléchit à tous les écrans, que ce soit du web ou du mobile. Sur du web type e-commerce, on va avoir une fiche produit, donc ça c'est important de noter l'écran fiche produit. On va avoir des interfaces de paiement, on va avoir des interfaces de livraison, un historique, une publication d'un produit si jamais je peux mettre un produit sur internet, enfin bon soit. Et donc on fait la liste, encore une fois, on fait beaucoup de listes en général avant de commencer le développement, liste des fonctionnalités, on les trie par importance, et puis après ici liste d'écran,
Encore une fois, ça peut toujours être intéressant de les trier par importance, même si c'est moins important à ce niveau-là, mais au moins pour mettre le plus d'efforts, de soi-même pouvoir quantifier l'effort qu'on veut mettre sur chaque écran, parce que forcément on va vouloir mettre plus d'efforts sur l'écran d'accueil et plus réfléchir à l'écran d'accueil qu'à votre écran de modification de mot de passe, qui au final n'intéresse pas vraiment, enfin il n'intéresse personne, ça doit être là mais ça n'intéresse personne. Et donc voilà à quoi ça ressemble un wireframe. Donc une fois que vous avez fait votre liste, on va s'attaquer page par page aux différentes interfaces. Donc ici c'est un wireframe qui a été réalisé avec l'outil Balsamiq, qui est un outil qui permet de réaliser des wireframes. Donc ça, vous pouvez voir, c'est très brut de décoffrage, hein, donc c'est pas du tout un design. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici, c'est par exemple pour une fiche produit, on va avoir un nom de produit, une petite description, on voit là des photos, bon c'est le carré avec la croix dedans, donc on n'est pas obligé de mettre une photo, mais vous pouvez mettre une photo, avec j'imagine plusieurs photos, comme on a mis des petites boules en dessous. On va avoir une description en dessous avec plusieurs sections, donc on a 4 sections, avec chaque fois un peu de contenu. Et donc ça va être ça, wireframe, vraiment pour pouvoir montrer, comme ça moi je peux venir vous voir. Alors ici ils ont mis du lorem ipsum, pour être un peu plus réaliste vous pouvez mettre déjà du vrai contenu. Donc le lorem ipsum c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les graphistes pour remplir l'interface, donc pour pas que ça ait l'air vide, ils mettent un texte qui s'appelle lorem ipsum, qui est un texte en latin, pour vous donner une idée de paragraphe, etc. Mais ici, même dans les wireframes, vous n'êtes même pas obligé de mettre du lorem ipsum, c'est même mieux si vous mettez du vrai contenu déjà, par rapport à votre contenu marketing auquel vous avez déjà pensé, aux interfaces, etc., pour déjà avoir un petit texte où un client va pouvoir se projeter, ou un utilisateur va pouvoir se projeter. Comme ça, vous pouvez vraiment montrer votre plaquette à des utilisateurs. Ça va être moche, enfin dans le sens où ça reste relativement propre, mais c'est pas un design. Mais au moins ils vont pouvoir se dire tiens, on aura telle information, ça c'est bien, cette information là, ça c'est pas bien. Alors des outils comme Balsamiq, on va aussi pouvoir dynamiser ces wireframes, donc rendre la possibilité à un utilisateur quand il clique sur un bouton à voyager vers une autre page, etc. Et ça vous permet de créer plusieurs use cases que vous allez pouvoir montrer. C'est pas obligatoire hein, de faire ça, mais si vous voulez faire une petite étude de marché, vous pouvez les rendre dynamiques et donc ça va permettre à un utilisateur de pouvoir se projeter, de cliquer sur des interfaces, etc. et d'avoir des résultats. Alors ça c'est un outil qui s'appelle Balsamiq, comme j'ai dit, qui permet de faire des choses assez professionnelles. Bon, c'est utilisé par nous parce que voilà, on a l'habitude, etc. Mais c'est encore un outil à apprendre. Ne vous embêtez pas avec ça si vous n'avez pas le temps, hein. Une feuille de papier, un croquis, c'est très bien aussi, hein. Pour autant que vous savez dessiner un petit peu correctement et un peu proprement, vous pouvez faire ça très simplement sur une feuille de papier. Je vous conseille alors d'avoir une feuille quand même quadrillée pour facilement pouvoir mettre des bonnes dimensions, etc. Et pas une feuille blanche d'imprimant, puisque c'est relativement compliqué de faire des lignes droites, etc. Mais vous pouvez le faire sur une feuille papier, c'est très bien aussi. Et généralement, avec des clients, c'est la première chose qu'on va faire. On va démarrer une réunion où on va discuter du problème et on va faire quelques petits croquis rapides, comme vous allez faire chez un architecte, il va faire des petits croquis devant vous. Et bien ici, c'est pareil, on va faire quelques petits croquis ensemble pour un petit peu définir l'interface. Et par la suite, on va vraiment se pencher sur la question et beaucoup plus profondément, même si en général, souvent le premier draft est pas mal et s'approche quand même de la réalité et vous faire quelque chose d'un peu plus proche. Donc ça c'est très important de le faire avec votre prestataire, de vraiment de se poser les bonnes questions et de bien travailler ensemble sur ça, et vous devez absolument faire partie de cette discussion là. Parce que c'est en fait toute votre... Et n'oubliez surtout pas toute la partie marketing que vous avez vu au début aussi par rapport à la création de l'interface, sinon ça n'a que très peu d'intérêt. Alors, ça c'est un deuxième écran, donc encore une fois de l'outil Balsamiq. Et alors ici, on vous montre qu'on a créé plusieurs versions, une fois pour le desktop, une fois pour le tablette, une fois pour le mobile. C'est pas nécessaire, mais ça peut être intéressant. Soit vous faites que du mobile et vous faites qu'une interface mobile, mais si vous voulez du web qui soit adapté mobile, ça peut être intéressant, surtout si vous imaginez mal comment créer de l'interface web à l'interface mobile, ça peut être intéressant de faire l'exercice pour un petit peu dire à quoi ça va ressembler. Est-ce que chaque section ne prend pas trop d'espace sur mon écran mobile? Est-ce que j'ai suffisamment d'informations? On peut cacher des sections sur le mobile qu'on verrait sur le web par exemple, des sections moins importantes si on se rend compte qu'elles prennent trop d'espace, ou on peut les mettre en dessous de la page, enfin toute une série de choses qui sont possibles. Alors, pourquoi utiliser des wireframes? Donc je pense que vous l'avez compris, mais c'est quand même important de le souligner. C'est de faire passer un message correctement entre différents acteurs du projet. C'est de définir l'interface de la plateforme sur laquelle le designer après va pouvoir mettre des couleurs et faire quelque chose de joli.
C'est pour pouvoir obtenir une plateforme facile d'utilisation parce qu'on va pouvoir réfléchir comme un plan d'architecte. J'ai mis des toilettes à un certain endroit, j'ai mis une douche à un certain endroit. Est-ce que c'est pratique? Est-ce que les fenêtres sont au bon endroit? Est-ce que je suis meublé? On peut beaucoup plus facilement se projeter dans un dessin que dans des discussions conceptuelles. Et ça c'est une des parties les plus importantes dans la conception de votre plateforme. Alors, quelques informations qui sont très importantes à garder en tête quand on fait des wireframes. Alors, un wireframe, ça ne représente pas la conception finale de la plateforme. Donc, il faut se limiter à l'essentiel, encore une fois. Keep it simple, stupid. Pas besoin d'aller trop dans le détail. Ça n'a que très peu d'intérêt de mettre tout dans les petits détails. Il faut vraiment avoir les blocs principaux. Un wireframe, c'est aussi créé pour engager la discussion. Donc, ça doit être rapide à réaliser, ça doit être rapide à adapter. Et on ne doit pas avoir peur de donner son avis par rapport au wireframe pour avoir la meilleure structure possible. Ça ne demande pas de code au wireframe, donc ça va se réaliser avant le développement et en général sur des croquis papier ou via un outil comme Balsam. Et alors ce qui est très très important, et ça je ne l'ai peut-être pas souligné dans le reste de ma discussion sur le wireframe, c'est surtout de s'inspirer de choses qui fonctionnent. Allez voir comment ils font chez Facebook, allez voir comment ils font chez Twitter, chez Airbnb. Si vous avez des plateformes qui sont un peu similaires à la vôtre, ou du moins dont des parties sont similaires, allez vous renseigner sur ces plateformes-là parce que ça va être... En fait, eux, imaginez Facebook, ils ont des dizaines d'ingénieurs, d'analystes qui vont regarder à la meilleure manière de s'inscrire, de créer du contenu, etc. etc. Et donc, c'est très très important de s'inspirer de leur part. Ne réinventez pas la roue. Évidemment, votre application sera différente de Facebook, il ne faut pas faire un copier-coller, mais s'inspirer de la manière de s'abonner de Netflix ou de Spotify. Si vous avez un système d'abonnement sur notre plateforme, vous êtes plus ou moins sûr que c'est une combinaison gagnante parce qu'ils sont déjà posé beaucoup de questions, ils ont fait beaucoup de tests et du coup vous aurez quelque chose de beaucoup plus efficace. Et alors le dernier point que je disais qui est très important, c'est de toujours garder en tête tout ce qu'on a défini précédemment. Donc les personas, les fonctionnalités, la solution aux besoins, le type d'interface qu'on veut, etc., etc. Parce que tout ça, la stratégie marketing, parce qu'on va peut-être, si jamais dans notre stratégie marketing c'est important de repartager des choses, alors forcément ce sera important de mettre des boutons partagés un peu partout dans l'interface. Alors comment être sûr de faire de bons wireframes? Alors le plus simple c'est de faire avec un prestataire qui a de l'expérience, donc que ce soit une société de développement ou une société d'analyste, ça a très peu d'importance, mais d'avoir quelqu'un d'expérience devant vous qui va les faire avec vous. Faites attention au prestataire qui va pas vous permettre de faire des wireframes ou qui va balayer ce genre de choses parce que là vous risquez d'avoir des problèmes plus tard dans votre plateforme de mise en relation. Donc l'idéal c'est de le faire avec un prestataire. Maintenant si vous n'avez pas le budget, rien ne vous empêche d'aller vous inspirer à gauche, à droite et de vous y prendre vous-même, parce que c'est pas du tout obligatoire de passer par un prestataire, même si ça vous permettra de ne pas trébucher sur bon nombre de problèmes et de choses que vous n'allez peut-être pas vous rendre compte en pensant faire une bonne interface et puis au final qui ne sera pas une bonne interface pour X ou Y raison. Alors maintenant qu'on a terminé ce chapitre sur les wireframes, on va enfin démarrer, on va passer au chapitre sur le développement de la plateforme en tant que telle. Alors ça c'est la question qu'on va vraiment se poser, vous avez vu c'est le chapitre 8, donc c'est vraiment la question qu'on se pose vraiment à la fin, quand on a fait déjà beaucoup de choses, beaucoup de réflexions et d'analyses sur toute une série de critères. Et ces réflexions et analyses ne prennent pas nécessairement longtemps, elles peuvent, mais on ne vous demande pas de passer 3 mois à analyser tous les personnages, etc., etc. parce que a priori, il y a beaucoup de chances que vous allez devoir adapter un petit peu vos hypothèses parce qu'elles seront partiellement fausses. Donc, on ne vous demande pas de perdre énormément de temps là-dessus, mais au moins de se poser la question et d'y réfléchir avant de s'attaquer au développement de la plateforme. Alors il y a deux solutions possibles, en général en développement, il y a deux grandes méthodologies. Donc c'est soit de développer toute la plateforme et puis après de la mettre en ligne et de l'utiliser, soit de phaser la création et de développer un peu plus à chaque fois. Donc on va d'abord faire un POC, donc un Proof of Concept, puis un MVP, puis une version 1, une version 2, une version 3 et ainsi de suite, et donc d'avoir un processus beaucoup plus évolutif. Alors nous on est plutôt pour la deuxième solution. Pourquoi? Parce que ça permet de valider le développement et les hypothèses en cours de route. Imaginons que vous avez un budget pour votre application qui est de 50 000 € tout compris. Si vous faites tout en une fois et que vous dépensez tout votre budget, à la fin vous allez peut-être vous rendre compte que vos hypothèses de base n'étaient pas bonnes,
Mais là, il est trop tard pour rediriger le projet. Pourquoi? Parce que vous avez dépensé tout votre budget, ou vous allez devoir rechercher du budget additionnel, ce qui ne vous arrangera pas. Donc simplement parce que on a mal estimé ou on a mal compris là où l'autre personne a et nos hypothèses de base sont mauvaises. Si on phase la création, on va pouvoir déployer, donc on va pouvoir montrer aux utilisateurs petit à petit des parties de l'application et on va pouvoir pivoter, donc adapter notre solution et adapter nos hypothèses en cours de route sans devoir redévelopper tout sans être, et en ayant toujours du budget. Alors forcément, on va devoir sûrement réduire un petit peu certaines fonctionnalités, on va devoir en adapter d'autres, mais au moins ça maximise les chances d'arriver à la fin du projet avec un produit qui correspond aux attentes des utilisateurs. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans une plateforme de mise en relation qui est un projet beaucoup plus complexe que un site vitrine. Un site vitrine, bon, enfin, site vitrine, on le publie, a priori, il n'y aura pas d'erreur. Site e-commerce traditionnel, idem, on va le faire, c'est quand même, je ne vais pas dire tout le temps la même chose parce que c'est pas vrai, mais c'est généralement fort similaire. Si le produit se vend offline, il est probable qu'il se vendra online et donc on peut s'imaginer que ça va fonctionner. Dans le cas d'une plateforme de mise en relation, souvent on est un peu dans l'inconnu et donc c'est relativement risqué de lancer tout le projet en un coup, à moins qu'on sache qu'on ait beaucoup de budget ou qu'on soit une société relativement bien établie et qu'on a envie de directement marquer le coup avec une plateforme bien faite, quitte à devoir la refaire pour adapter aux besoins des utilisateurs plus tard. Mais bon, on perd du temps toujours et on perd de l'argent. Donc nous, on est plutôt pour l'approche graduelle du développement parce qu'on pense que c'est la meilleure et la plus efficace pour le succès du projet. Alors il ne faut pas avoir peur de pivoter. Et on va prendre des exemples, deux bons exemples, très bons exemples, qui vont vous illustrer mieux pourquoi c'est important de pivoter. Donc pivoter, c'est changer ses hypothèses et changer un petit peu l'approche qu'on a du marché et de la problématique. Donc ça veut dire qu'on va revenir dans les étapes précédentes, donc dans les chapitres 2 et 3, qu'on va peut-être redéfinir les personas, ou les solutions aux problèmes, le pricing, toute une série de choses, l'approche marketing, et qu'on va refaire ces étapes-là, et puis après qu'on va réadapter la plateforme pour correspondre à ces nouvelles hypothèses et ces nouveaux desiderata. Donc on peut toujours adapter le projet, c'est important de pouvoir faire évoluer le projet, adapter le projet Facebook, vous pouvez regarder, c'est un peu dommage dans cette présentation si on n'a pas mis de screenshot des prémices de Facebook, de YouTube, de Twitter, mais croyez-moi bien, les interfaces elles étaient vraiment pas sympathiques, elles étaient pas terribles, ça a marché et petit à petit ils ont amélioré leur outil. Alors comme je disais, nous on privilégie la partie graduelle, donc on a une méthodologie de développement très populaire qui s'appelle le Scrum, qui est utilisée par une grande partie du monde du développement au jour d'aujourd'hui. Et ça permet un développement graduel en phase, qu'on appelle sprint. Ça permet un ajustement à chaque étape, donc on va en début d'étape définir ce qu'on veut faire pour cette étape-là. Une fois qu'on termine l'étape, on va faire une démo, publier ce code-là chez des utilisateurs desquels on va avoir un feedback, et puis l'étape prochaine, on peut à nouveau adapter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui permet d'avoir un projet bien plus, qui répond déjà bien mieux aux attentes clients le plus tôt possible. Et ça permet aussi une communication optimale avec le prestataire IT. Pourquoi? Parce qu'on va faire étape par étape, et donc on va être régulièrement en contact, et vous n'allez pas avoir le problème où vous allez faire votre développement, ça prend 6 mois, mais on a l'impression, il y a souvent hors développement, on dit que quand on a l'impression qu'on a fait 80% du travail, il reste 80% à faire. Et c'est souvent vrai, les finitions prennent énormément de temps. Quand on travaille en Scrum, on est sûr que chaque étape, quand on arrive à la fin d'étape, les fonctionnalités sont finies à 100%. Elles sont prêtes à aller en production. Sinon, vous allez arriver devant vous allez potentiellement, ce n'est pas nécessairement le cas, mais arriver devant un prestataire qui va vous faire toute une série d'interfaces, qui va vous faire un développement. Ça aura l'air de fonctionner, mais ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est un réel problème. Et vous aurez l'impression que l'interface est quand même fort aboutie, mais en fait, non. Et c'est un problème qu'on rencontre quand même relativement souvent. On va récupérer les projets d'autres prestataires où ça s'est mal passé. Pourquoi? Parce que le client avait l'impression d'être bien avancé dans son projet, en fait pas du tout. Et ça permet surtout d'être sur la même longueur d'onde avec son prestataire IT, parce que ça devient plus un partenaire qu'un sous-traitant, étant donné que vous allez être amené, en tout cas des personnes de votre équipe seront amenées de manière régulière à discuter avec l'équipe de développement et donc à adapter. Vous avez beaucoup plus de contrôle sur le développement. On est beaucoup moins dans une bataille entre ce qui a été convenu dans le cahier de charge et des éventuels suppléments, et ainsi de suite, vu que la discussion est beaucoup plus ouverte. Alors, autre question, est-ce qu'on va internaliser ou externaliser la plateforme?
Alors, si vous avez le développement de la plateforme, donc si vous avez des compétences en interne, c'est toujours intéressant d'internaliser parce que ça vous permet de pouvoir avoir beaucoup de contrôle sur la solution et de pouvoir vous-même définir les priorités beaucoup plus facilement, le nombre de jours qui vont être travaillés, etc., etc., etc. Si vous n'avez pas les compétences, le plus important, alors ce qui est intéressant, c'est d'externaliser. Bon, ça va vous coûter un peu plus cher, mais alors vous allez pouvoir compter sur l'expertise d'un prestataire. Parce que en général, ce qu'on voit des autres entreprises qui internalisent, ils vont demander à un développeur. Le développeur, en fait, il ne connaît pas du tout ce qui est autour de la partie développement. Il est en général pas habitué non plus au développement de cette envergure-là. Et ça se passe généralement moins bien. Alors, dans le cas de start-up, où le budget est très 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 important et très réduit surtout, ça peut être intéressant d'internaliser parce que ce sera peut-être moins bien fait. Ici, on a une start-up avec laquelle on travaillait, ils ont fait appel à des stagiaires et nous, on venait uniquement en support pour structurer l'approche, etc. Évidemment, le développement est bien moins qualitatif, mais ça a coûté aussi beaucoup moins cher à la start-up et donc ça lui permet de pouvoir valider son idée sur le marché. Mais clairement, soit vous avez une grosse équipe où vous internalisez, soit vous externalisez et vous avez l'accès à beaucoup plus d'expertise. Pourquoi? Parce que si vous faites appel à un prestataire, il va avoir un designer, il va avoir un spécialiste back-end, il va avoir un spécialiste architecture, un spécialiste front-end, etc., un spécialiste marketing. Donc il va avoir toute une série de spécialistes et qui vont pouvoir répondre à différentes problématiques qui vont se poser tout au long du projet que vous n'aurez pas dans votre équipe interne, du moins si c'est une équipe de taille réduite, ce qui n'est pas nécessairement un problème, dépendant de leur motivation et de votre budget, parce qu'il faut toujours faire selon son budget. En tout cas, si vous voulez faire une plateforme de mise en relation, c'est important de choisir un prestataire qui a de l'expérience dans le développement de ce type de plateforme. Alors pour la petite information, nous on a bien récupéré une dizaine de plateformes de mise en relation de personnes qui ont été voir des sociétés qui n'étaient pas spécialisés là-dedans, qui étaient principalement des sites vitrines et où les projets n'ont pas été et donc qui se retournent vers nous et au final ça leur coûte beaucoup plus cher au niveau du développement. Bon, dans les deux cas, que vous fassiez interne, externe, appel à nous, appel à d'autres prestataires, ce qui est très important, c'est d'utiliser des technologies connues et donc qui sont utilisées dans des grosses plateformes et pas utiliser la dernière petite technologie, parce que les développeurs aiment beaucoup ça, utiliser la dernière petite technologie la plus moderne qui est sortie il y a 3 mois et dont on ne connaît pas encore la robustesse et qui n'a pas encore fait ses preuves. Donc on ne dit pas qu'il faut utiliser des technologies qui ont 20 ans, loin de là, c'est même une mauvaise idée. Enfin, ça dépend lesquelles, mais c'est généralement une mauvaise idée. Mais en tout cas, c'est important de prendre des technologies relativement nouvelles et qui sont utilisées par pas mal de prestataires. Par exemple, nous, dans notre cas, on va utiliser beaucoup Django. Django, ça a été utilisé, la technologie qui est utilisée pour YouTube, pour Instagram, pour Pinterest, pour Spotify, pour Dropbox. C'est une technologie, on sait, c'est open source, donc il n'y a pas de licence à payer, mais on sait que c'est une technologie fiable, robuste, et qui est utilisée par des géants qui ont reçu des milliards d'euros de financement, qui ont des équipes de développement de centaines voire de milliers de développeurs. Et donc, vous savez que ça va être quelque chose de robuste et quelque chose qui va fonctionner. Donc ça, c'est assez important. Alors, parlons donc des deux cas concrets. Et on va notamment parler de la partie pivot, donc de ne pas avoir peur d'adapter son concept. Alors, Uber, dans une version 1, c'était un service qui permet de louer des limousines. Et c'était un peu plus cher qu'un taxi. Donc, vous pouviez louer, donc c'est pas la même interface que maintenant sur Uber, mais sensiblement la même interface Uber que maintenant, en un peu plus beau de décoffrage, un peu moins graphiquement travaillé, parce que bon, c'était le début, et ça vous permettait de louer un taxi. Ça, c'est la version 1. La version 2, ils ont fait un pivot et ils se sont dit on va plutôt louer un trajet à un chauffeur qui a un véhicule privé. Et le développement a été fait de manière interne à l'entreprise, du moins à ma connaissance. Donc du coup là on voit, ils ont pivoté une fois, donc ils n'ont pas eu peur de pivoter et on voit où ça les a amenés aujourd'hui. Uber, s'ils étaient restés sur leur première hypothèse, c'est-à-dire louer des véhicules un peu plus chers qu'un taxi, peut-être que ça n'aurait jamais marché aussi bien. Alors au niveau de TAFSquare, ça c'est le client qu'on a eu, donc eux ils ont fait 2 pivots. Donc au départ, pour rappel, c'était la société de mise en relation de professionnels de la construction avec des particuliers. Donc dans une version 1, ils ont
En fait, c'était une plateforme de mise en relation entre entrepreneurs qui ont besoin de travaux l'un avec l'autre. Alors imaginons ici deux, on a besoin de, je sais pas moi, de nouvelles tables, et ben on allait pouvoir demander à quelqu'un d'autre du réseau Taf Square, une société qui vend des tables, pour acheter des tables. Et idem pour les entreprises qui avaient besoin d'un développeur, etc., etc. Ils auraient pu faire appel à nous, etc. Bon, ils se sont rendus compte que ça marchait pas trop bien, mais qu'il y avait dans tous les secteurs qui ciblaient un secteur qui marchait mieux que les autres, et c'était le secteur de la construction. Donc la mise en relation de sociétés de construction avec d'autres sociétés de construction. Par exemple, je suis électricien, je fais une maison, mais je ne connais pas de plafonneur, il faut un plafonneur, et bien ça permettait de mettre en relation plafonneur avec électricien, ou maçon avec plombier, etc., etc. Donc, ou architecte avec plombier, enfin, dans le système dans le domaine de la construction, le concept fonctionnait plutôt bien. Donc, ils ont décidé de pivoter, de laisser tomber toute une partie de leur entreprise et de ne focuser leur effort de communication et les catégories et même l'interface, etc., et la manière dont c'était présenté uniquement sur le secteur de la construction. Alors ils ont fait ça fonctionnait bien, mais donc ils avaient des contrats, mais ils se rendaient compte qu'ils avaient peu de récurrence au niveau des professionnels. Pourquoi? Parce que moi je suis électricien, je trouve un bon plafonneur plutôt, de ma région sur la plateforme Taf Square. Je me suis mis en relation une fois, j'ai plus jamais besoin de me mettre en relation après parce que je le connais le gars, et après il suffit plus que je l'appelle. Et donc il n'y avait pas de récurrence pour Taf Square. Ils faisaient une bonne mise en relation, mais sans récurrence. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, en fait, si on mettait plutôt des professionnels de la construction avec des particuliers, au lieu de mettre professionnels de la construction avec professionnels de la construction. Pourquoi? Parce que les particuliers, ils sont d'office tout le temps à la recherche de travaux, il y en a beaucoup plus. Et un particulier va faire appel à un maçon aujourd'hui, dans 5 ans, on ne fera peut-être pas appel au même maçon, ou dans 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il aura oublié comment il s'appelle, parce que la société aura changé de nom, ou que sais-je. Et donc, ce sera beaucoup plus facile de mettre en relation. Et ça, c'était la combinaison gagnante. Donc, pour leur version 2, ils avaient quelque chose déjà de satisfaisant, mais où ils ne pouvaient pas dire que ça allait vraiment décoller, du moins pas de la manière dont les fondateurs de la start-up le voulaient. Et puis quand ils ont fait ce pivot-là, eh bien ça a très très bien fonctionné. Donc comme je le disais, maintenant ils ont démarré il y a 3 ans, maintenant ils sont une dizaine, ils ont énormément de personnes qui recherchent des professionnels à la construction et vice-versa. Et alors eux, dès le départ, donc ils ont décidé d'externaliser le développement avec notre société, et on est très content de les avoir comme clients depuis 3 ans, et on s'occupe de toute leur partie développement, et ça se passe très bien, et on est très content de voir que que l'entreprise s'est autant développée, en partie grâce à nous, mais aussi grâce à l'effort des fondateurs, parce qu'ils sont vraiment très créatifs et très performants. Alors, donc ici, on a discuté un petit peu de toute la partie développement, etc. Chapitre 9, donc ça c'est le dernier chapitre. Et ensuite, donc on a créé la plateforme, on l'a mis en ligne, vous l'avez mis en ligne. Qu'est-ce qui se passe après? Donc qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir faire fonctionner la plateforme, pour mon concept fonctionne? Alors, plusieurs choses. Il faut savoir que vous choisissiez mobile ou web, vous allez toujours avoir besoin d'un serveur, ou presque toujours, il y a des rares cas où c'est pas nécessaire, mais on a presque toujours besoin d'un serveur. Enfin plutôt d'un hébergement. Alors vous avez deux possibilités, soit vous louez un serveur, soit vous allez dans le cloud. C'est bien d'aller dans le cloud parce que c'est plus robuste, c'est assez performant, ça vous coûtera un peu plus cher, donc encore une fois, tout dépend de votre budget. Les serveurs, ça fonctionne très bien aussi, donc c'est un petit peu à vous de voir, mais il faut s'attendre à avoir des coûts mensuels entre une centaine d'euros et 200-300 euros minimum pour votre plateforme de mise en relation. Alors, la plus grosse plateforme qu'on a jamais fait était sur un serveur qui coûte chez OVH une centaine d'euros, qui n'ont un plan d'hébergement qui aurait coûté une centaine d'euros. Il y avait mensuellement 100 000, donc c'est une plateforme de bande dessinée dont j'avais déjà discuté au préalable. À l'époque, il y avait une centaine, donc c'est un serveur qui avait à l'époque 3 ans, c'était tout le début de l'activité, et puis après le concept a été vendu aux États-Unis. Et c'est très connu, maintenant ils ont des millions et des millions de lecteurs. Mais à l'époque, il y avait 100 000 lecteurs mensuels. Et au pic, donc quand on publiait un chapitre d'une bande dessinée, on allait avoir un pic de plus ou moins 10 000 lecteurs, 10-15 000 lecteurs sur une période de 10 minutes à 30 minutes. Donc vraiment des très gros pics d'utilisateurs, et ils allaient tous lire une bande dessinée, donc télécharger pas mal d'images.
donc c'était assez contraignant pour le serveur, et on s'en sortait pour un serveur d'une centaine d'euros par mois. On était dans le cloud, on était plutôt vers les 200-300. Mais donc c'est pour vous dire que vous pouvez quand même déjà avoir un certain nombre d'utilisateurs conséquents avant que le budget de vos serveurs n'explose. Et si vous avez 100 000 lecteurs par mois ou 100 000 utilisateurs par mois sur votre plateforme, il est fort à parier que vous allez sûrement dégager un chiffre d'affaires quand même considérable, et que l'hébergement, ça va être qu'une toute fine parcelle de votre chiffre d'affaires. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un système de backup. Donc, d'avoir un système efficace de backup qui fait des backups à un autre endroit, donc pas sur le serveur même, et un système de restauration, donc s'il y a un crash du serveur, qu'on puisse facilement restaurer le système, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un utilisateur, et pour d'ailleurs un chef de projet, si jamais on perd des informations parce qu'il y a eu un crash, ou s'il y a eu un crash et qu'il faut une semaine pour redémarrer le système. Ça peut tuer votre entreprise, donc il faut que s'il y a un crash, on puisse le redémarrer au maximum dans les 24 heures. Alors il ne faut pas oublier, il faut pas oublier les licences généralement au niveau du développement. Donc nous on travaille presque que avec des solutions open source, donc il n'y a pas de licence à ce niveau-là. Il y a d'autres sociétés qui vont travailler avec des technologies Microsoft par exemple. Et ne choisissez pas du Microsoft pour votre plateforme de mise en relation, c'est une mauvaise idée. Regardez les géants du web, il n'y en a aucun qui a un stack Microsoft pour leur architecture, enfin leur infrastructure. Et donc je ne pense pas que ce soit pertinent. J'en suis convaincu que c'est pas pertinent d'aller vers des serveurs Windows. Pourquoi ou Microsoft de manière générale. Pourquoi? Parce que de A, il faut payer des licences, et de 2, c'est pas prouvé plus robuste qu'une autre solution. Mais il y a d'autres licences. Par exemple, si vous voulez être dans l'App Store et le Google Play, vous allez vous retrouver avec des licences, un droit qui va coûter 100 $ par an, aussi bien pour Apple que pour Google, pour publier votre application mobile. Et en plus de ça, eux vont prendre des fees si vous faites des paiements in-app. Donc c'est assez connu maintenant, que la polémique qu'ils ont avec le jeu Fortnite, qui est très connu, qu'ils ont supprimé de l'App Store parce que Fortnite ne voulait plus donner de commission à Apple. Il faut savoir qu'Apple peut prendre jusqu'à 30% de commission sur toutes les ventes. Donc 30% de votre chiffre d'affaires, ils peuvent le prendre, dépendant du type de produit. Donc ils ne prennent pas ça sur tous les produits, mais dépendant du type de produit, ils peuvent prendre 30%. Sur Spotify, ils prennent 30% de l'abonnement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important à savoir. Il y a 2-3 autres petites choses aussi. Si vous voulez envoyer des mails de manière automatique ou des SMS, vous allez avoir un service d'envoi d'SMS à prévoir dans votre plateforme. Et donc un SMS, généralement, ça va coûter 6 ou 7 cents du SMS. Les emails, souvent, ça ne va pas être très cher. Vous allez en avoir pour peut-être 10 ou 20 cents par 1000 emails envoyés. Mais c'est des petits coûts à prévoir de fonctionnement. Il y a le nom de domaine qui est acheté. Donc ça, si vous avez un nom, faites-le le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que rien n'est plus frustrant que de penser à un nom de domaine, de créer tout le projet et puis de se rendre compte que le nom de domaine a été déjà acheté ou a été acheté pendant le temps où vous réfléchissiez à votre projet. Ça coûte maximum une dizaine d'euros par an. Donc ça coûte vraiment pas très cher. Encore une fois, il y a les .be, les .fr, les .com, etc. Ne vous gênez pas, achetez tous ceux que vous pouvez, enfin tous ceux qui sont populaires sur les marchés où vous voulez aller, etc. etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est aussi très frustrant si vous avez acheté, c'est le cas de Deuz par exemple, on a Deuz.nl, .co.uk, blablabla, enfin toute une série de Deuz, mais on n'a pas Deuz.com, c'est très énervant, c'est comme ça, mais ça va vous frustrer énormément si quelqu'un reprend le même domaine que vous, nom de domaine que vous, avec une autre extension et met un service différent dessus, parce que ça pourrait mettre ça pourrait perturber les utilisateurs, notamment avec les .be et les .com, étant donné qu'on est en Belgique. Si je vais sur TAFSquare, est-ce que l'utilisateur va se dire « Ah je vais sur TAFSquare.com » de lui-même, alors que c'est l'URL principal, ou est-ce qu'une fois de temps en temps, on va avoir un utilisateur qui va terminer sur TAFSquare.be. Et comme ça coûte pas cher, un nom de domaine, ça va vous coûter une cinquantaine d'euros par an d'acheter 5 ou 10 noms de domaine, ce sera peut-être plutôt vers les 100 euros par an, mais ça reste relativement marginal par rapport au coût du développement total du projet. Alors il faut prévoir aussi, pour une plateforme de mise en relation, coût de modification continue. Donc ça, c'est très important à prévoir parce que, comme je l'ai dit, vous allez mettre quelque chose sur le marché, les utilisateurs vont vous donner un feedback et puis vous allez vouloir l'adapter. Alors, c'est très difficile à quantifier ce coût annuel parce qu'on va avoir des clients qui ne vont pas demander d'amélioration ou presque aucune, et donc ça va être un coût très faible, et d'autres vont peut-être commander 50% de la valeur, voire 100% de la valeur initiale du projet en adaptation par an.
Pourquoi? Parce que leur produit vit beaucoup, ils veulent faire beaucoup d'adaptations et donc forcément on va travailler beaucoup. Donc ça dépend un petit peu, mais ça peut aussi se voir par rapport à votre stratégie, hein. Vous pouvez prévoir un petit budget et puis voir un petit peu comment ça fonctionne et éventuellement mettre un plus grand budget si jamais vous voyez que c'est nécessaire ou pas. Ou vous pouvez démarrer sur un gros budget, si c'est pas nécessaire, vous réduisez le budget. Et alors, dernier point, ça n'a rien à voir avec l'informatique, mais ce qui est très important, c'est d'avoir une équipe pour faire tourner la plateforme. Donc beaucoup de personnes ont l'illusion de penser qu'une plateforme de mise en relation, ça va fonctionner tout seul. Mais non, il faut quand même que vous ayez un community manager ou pas, hein, mais qui va mettre des publications sur Facebook, qui va gérer la communauté. Vous avez besoin de peut-être une personne qui fait du support, des commerciaux, peut-être des personnes pour relancer téléphoniquement des clients, enfin toute une série de choses qu'il faut imaginer. Euh, et toute une équipe en fait qui n'est pas qu'une équipe de développement mais qu'il faut prévoir dans dans votre plan stratégique général parce que une fois que la plateforme sera live, donc déployée en production, comme on dit dans le jargon informatique, eh bien votre travail va vraiment commencer. C'est-à-dire qu'on aura fait notre travail, on aura mis la plateforme, peut-être qu'on va faire des adaptations, mais après ce sera à vous de jouer et à vraiment vendre votre produit et à créer toute une communauté autour de cette plateforme de mise en relation. Mais je ne doute pas que ça réussira pour la plupart d'entre vous. Et donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce webinaire vous a plu et qu'il a été fort instructif.